La Fed vient de relancer le quantitative easing, mais ce n'est pas celui dont le marché des crypto-monnaies a besoin. Bon retour sur ma chaîne dans cette quotidienne que vous retrouvez du lundi au vendredi. Si cette vidéo vous apporte la valeur que vous recherchez, je compte sur vous pour exploser la barre des likes, ainsi que de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vais commencer par vous partager les news que je vous ai sélectionnées. On va faire le point sur le discours de Jérôme Powell hier. Donc il y a bel et bien eu cette baisse de taux d'intérêt directeur de 25 points, la troisième pour cette année 2025. Nous avons également eu l'annonce de l'achat de bons du Trésor américain à partir du 12 décembre et à hauteur de 40 milliards de dollars tous les mois d'ici 30 jours. C'est du quantitative easing sur le papier, mais vous allez voir qu'il n'a rien à voir avec celui dont le marché des crypto-monnaies a besoin pour continuer son cycle haussier. Et enfin, ce qu'il faut le plus retenir ici, c'est que la Fed pourrait bien arrêter sa baisse de taux d'intérêt directeur, et ça, les marchés ne vont pas forcément bien le pricer sur du court terme. Donc il va falloir observer ensuite les probabilités d'avoir plusieurs baisses de taux consécutifs lors des prochaines réunions FOMC. Si on regarde les probabilités, on est à 75% pour le moment contre 25% d'avoir cette baisse de taux d'intérêt directeur. Bon, on a largement encore le temps de voir venir d'ici le 28 janvier 2026, mais il faudra observer comment ces probabilités vont évoluer, puisque pour le moment, le marché est en train de pricer l'arrêt de la baisse des taux d'intérêt directeur. Donc si les probabilités évoluent en faveur de la baisse, le marché pourrait bien pricer ça à la hausse. Je vais revenir sur le sujet qui est le plus important et qui fait le plus débattre en ce moment, c'est la mesure de quantitative easing, si on peut vraiment l'appeler comme ça, que la Fed a annoncé hier, donc le rachat à hauteur de 40 milliards de bons du Trésor américain. Et on a des premiers éléments ici qui nous montrent que ça n'a rien à voir avec un vrai quantitative easing où la planche à billets repart à plein régime, où les assets à risque sont vraiment favorisés sur du long terme. C'est une mesure qui, sur du court terme, peut effectivement favoriser le marché des crypto-monnaies. Vous allez le voir juste après. Mais lorsque on a un véritable quantitative easing, ce n'est pas à hauteur d'une injection de 40 milliards de dollars de liquidité. C'est beaucoup plus. Si on regarde par rapport au précédent quantitative easing, alors on était dans une situation de crise, c'est vrai, mais on était plutôt sur du 800 milliards. Donc ça n'a rien à voir en termes d'injection de liquidité. Et si on fait le point aujourd'hui sur toutes les bonnes news macroéconomiques que nous avons eues dans le marché récemment, la baisse des taux d'intérêt directeurs, la fin du quantitative tightening, le silent QE, donc on peut appeler ça effectivement un quantitative easing un peu déguisé. Nous avons les ETF sur ce marché des crypto-monnaies, la demande institutionnelle, les cryptos peuvent être utilisés comme collatéral pour emprunter. Nous avons l'or et le marché des actions US qui sont en ATH, et la liquidité globale est en expansion, et pourtant, le marché des crypto-monnaies est toujours dans un état préoccupant d'extrême peur, avec toujours effectivement cette peur d'entrer en bear market, puisque tous ces éléments, normalement, devraient faire réagir le marché à la hausse, et c'est ça qui apporte autant d'incertitude dans ce marché. Si on regarde maintenant d'un point de vue technique, nous avons le marché US des small caps qui vient tout juste de breaker son précédent ATH. On va y revenir juste après. On a déjà parlé de l'or. Le cuivre commence à se réveiller également face à l'or. Il y a le dollar qui commence à montrer de la faiblesse, et au niveau de la dominance des stablecoins, on est en train d'observer potentiellement un breakout à la baisse qui favorisera donc forcément le marché des crypto-monnaies. Tous ces facteurs sont positifs, mais pour le moment, ça ne se voit pas sur les prix, et c'est ça qui apporte ce doute supplémentaire. Quand on regarde sur les inflows du côté du BTC, de l'Ether, du Solana et du XRP concernant les ETF, on est en positif. Le BTC, on a plus 223 millions de dollars. Ça, c'est bien, ça fait 2 jours consécutifs d'inflow dans ce dernier, mais on attend une journée vraiment avec des inflows conséquents. Ce n'est toujours pas le cas, donc c'est encourageant, mais il reste encore du chemin.
Je vais vous partager maintenant les graphiques qui vont me permettre d'illustrer le titre de cette vidéo. On va tout simplement commencer par comparer ce qui s'était passé en 2019 par rapport à aujourd'hui, puisque c'est exactement le même principe que Jérôme Powell utilise aujourd'hui, que la Fed va utiliser. Le 15 octobre 2019, la Fed annonçait qu'ils allaient acheter des bons du Trésor américain à hauteur de 60 milliards par mois, et ça a duré jusque début 2020. On peut voir la réaction ici du S&P 500 qui a fait une belle accélération haussière. Sur du court terme, le Bitcoin avait également réagi à la hausse, mais on peut voir qu'il était beaucoup plus dans une période de range. Et donc ici, on nous donne l'information, donc on peut l'appeler QE ou pas forcément QE, cela n'a pas d'importance. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est le même mécanisme qui est utilisé par la Fed, mais dans des conditions qui sont totalement différentes. En 2019, par exemple, il y avait une économie très forte. Aujourd'hui, on n'est pas sur une économie très forte. Il y a la croissance qui est en train de ralentir. Il y a le marché de l'emploi qui est de plus en plus faible depuis 2 ans maintenant. Donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce mécanisme qui a permis au S&P 500 d'accélérer à la hausse et au marché des crypto-monnaies de connaître quand même son moment d'accélération haussière aura les mêmes répercussions que sur le marché. On est sur des conditions macroéconomiques qui sont totalement différentes. Donc j'ai hâte de voir quelle va être la conséquence, et de toute manière, je vous partagerai l'évolution lors de nos quotidiennes. Une information supplémentaire concernant ce quantitative easing. D'un point de vue technique, oui, c'est du quantitative easing, mais il va être extrêmement lent comparé au véritable quantitative easing. Pourquoi extrêmement lent? On a l'information que lorsque la Fed achète des bons du Trésor américain, cela ajoute de la liquidité à court terme dans le système. Alors que le véritable quantitative easing, c'est lorsque la Fed, elle achète des bons du Trésor américain à long terme. Et c'est ça qui fait toute la différence. On a bien l'information ici que lorsque le vrai quantitative easing avait démarré, celui qui est vraiment très puissant, qui permet au marché une impulsion haussière fulgurante. Bon, on était dans des conditions vraiment très différentes, je le rappelle encore une fois, en temps de crise. C'est quand la Fed avait annoncé injecter donc 800 milliards en un seul mois. Donc bien entendu, c'est pour ça que on qualifie aujourd'hui ce mécanisme de très lent par rapport à ce qu'on a connu en 2020. Donc il ne faut pas s'attendre à la même réaction. Un autre point qui fait que, et je pense que c'est la réponse aujourd'hui, le marché se retrouve dans cette situation malgré toutes les bonnes nouvelles, c'est qu'on peut observer depuis le mois d'août une baisse d'injection de liquidité dans le marché des crypto-monnaies. Comment on calcule cette injection de liquidité dans le marché des crypto-monnaies? Il faut regarder tout simplement le marché des stablecoins. Et on peut voir que la demande pour ces derniers a largement diminué. On est passé de 158 milliards à 76 milliards aujourd'hui, donc divisé par 2. Et on peut voir ici l'impact sur le prix du BTC. Donc on voit bien que ce qui manque sur ce marché des crypto-monnaies, c'est de la liquidité nouvelle. Est-ce que cette liquidité nouvelle va arriver lors des prochaines semaines? Je ne sais pas. En tout cas, la première des réponses se fera au niveau des ETF du BTC une fois de plus. Ça nous permettra d'y voir un peu plus clair. Au niveau de la dominance donc du Tether, là aussi, j'ai vu pas mal passer donc, le break de la dominance du Tether. Je vous rappelle que quand cette dominance est en train de diminuer, ça veut dire que les stablecoins sont injectés sur le marché des crypto-monnaies, et forcément, ça fait que le marché augmente, monte à la hausse. Et les 2 dernières fois qu'on a eu ce break, donc ça avait mis 21 jours avant d'avoir la résolution baissière. La dernière fois, c'était 8 jours. Donc ça peut prendre encore à peu près 1 mois potentiellement avant de savoir si on aura bien cette expansion baissière qui caractérisera pour de bon le rebond du BTC. Et qui nous donnera l'information si ce dernier a ce qu'il faut pour revenir récupérer les 100 000 $. C'est le niveau psychologique. C'est le niveau qu'il faut que le BTC récupère. Maintenant, il y a un autre indicateur que je voulais vous partager. Ces informations, elles sont importantes parce que on voit maintenant depuis plusieurs semaines qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que nous sommes en territoire de bear market. Il y en a un nouveau de plus et qui vient témoigner de la différence par rapport à la correction qu'on a connue depuis les 126 000 $ et les autres corrections qu'on a connues
lors de ce cycle-là, nous avons une clôture en dessous de cet indicateur du Downchain Channel Basis Support en 3 semaines. Et à chaque fois qu'il y a eu donc un break de ce channel, ça indiquait tout simplement le départ d'un bear market. Nous verrons, en tout cas, on peut beaucoup plus être dans ce scénario-là, comme je vous l'avais dit, une phase de transition où on n'entre pas vraiment dans un bear market à long terme. Ici, c'était également un signal de bear market, mais c'était plutôt une correction à mi-cycle. Et donc, si le cycle de 4 ans est vraiment terminé, on peut peut-être être dans cette situation. Nous verrons. En tout cas, il ne faut pas éloigner ce scénario parce qu'il y a d'autres signaux qui nous montrent qu'on peut tout de même considérer un cycle prolongé pour l'année 2026. Ce n'est pas le scénario que je privilégie, mais en tout cas, d'un point de vue business cycle, ça fait sens et il faudra quand même observer si ce scénario va prendre place ou non. Il ne faudra pas l'ignorer. Là, quand on regarde les funding rates, ça ajoute des probabilités qu'on se rapproche du bottom de la correction en cours. On voit qu'à chaque fois que les funding rates sont venus chercher ce niveau, c'était un niveau où on était en train de consolider avant de faire le rebond. Donc voilà, je pense que effectivement, le rebond n'est plus très loin et on a plus de probabilité désormais de faire un rebond pour aller chercher les 100 000 que de faire de la continuation baissière en dessous des 74 500 $. Voici le scénario que je privilégie, je préfère vous le rappeler, c'est-à-dire une phase de transition lente pour venir chercher ensuite donc une phase de redistribution pour revenir chercher ce plus bas des 74 500 $. Et on verra si effectivement nous allons entrer dans un bear market long terme ou au contraire, si on va plutôt être dans un bear market de mi-cycle. Phase de transition, je vais désormais l'appeler comme ça. Je trouve que c'est celle qui illustre le mieux ce potentiel scénario. Donc quand on regarde les small cap US, effectivement, il y a le breakout du dernier plus haut historique. Je vous l'ai partagé en début de semaine. Ce graphique, donc ça aussi, ça va être un graphique qu'on va continuer à observer ensemble puisqu'il nous donne l'information en termes de probabilité d'entrer dans l'expansion d'un point de vue business cycle. Le fait que le cuivre se réveille aussi, c'est une bonne chose, mais il s'est déjà réveillé cette année sans forcément donner le signal de départ. Là, c'est vraiment un signal en plus qui ajoute du poids au niveau des business cycles. À chaque fois que les small cap US ont été en price discovery, nous ne sommes pas entrés dans un bear market long terme, bien au contraire. Vous pouvez le voir ici, le BTC accélère à la hausse, mais surtout le marché des altcoins est parti sur son mouvement parabolique. Donc écoutez, nous verrons si ça va se dérouler encore. Je nous souhaite que l'analyse que je vous avais partagée il y a maintenant 3 semaines sur la fin du bull run du BTC soit fausse pour qu'on puisse connaître cette accélération haussière qui nous a manqué sur ce cycle de 4 ans. Va falloir être patient, mais en tout cas, voilà, c'était un signal que je souhaitais vous rappeler. Il y a également un pattern sur le BTC, donc là, on est en trimestre, unité de temps trimestrielle, que je voulais vous partager. La clôture se fera dans 20 jours, donc il nous reste du temps avant cette clôture trimestrielle. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que les 2 dernières fois qu'on a eu un trimestre qui s'est clôturé de manière négative, donc baissière, le trimestre suivant, le BTC est revenu chercher le plus bas du trimestre qui avait été baissier. Donc si c'est le cas, il faudra s'attendre, on fonctionne toujours en termes de probabilité et de pattern algorithmique, il faudra s'attendre à ce que ce plus bas, qui est pour le moment les 80 619 $, soit récupéré lors du prochain trimestre si, je dis bien si, le BTC ne va pas chercher d'ici là le niveau des 74 441 $ précisément. Donc, voilà, c'était une information que je pose ici et que je voulais également vous rappeler. On va faire le point par rapport à l'analyse que je vous ai partagée hier. Alors effectivement, je vous avais partagé de attention, lors des réunions FOMC, on a tendance à avoir le mouvement haussier puis le mouvement baissier. Bon, on a eu le mouvement baissier. Généralement, on est à moins 8% de moyenne sur les mouvements post-FOMC. Donc là, on est pour le moment à moins 5,68%. On peut continuer, mais j'ai quand même l'impression que pour le moment, il y a un sweep du plus bas du mardi, il y a un ralentissement. Donc est-ce que le prochain mouvement viendra également sweep ce plus bas? On verra.
Mais ce qui va m'intéresser plutôt, c'était ce que je vous avais partagé en termes de zone de fair value. Je vous avais dit que ce qu'il fallait surveiller, c'était ce plus bas là, et qu'à partir du moment où ce plus bas là serait breaké, on aurait l'accélération baissière pour venir chercher les liquidités. Les liquidités ont été récupérées. Maintenant, on a cette trendline haussière qui supporte le prix depuis fin novembre 2025. On est même venu dévier en bas une première fois le 1er décembre 2025. Et donc, c'est cette trendline pour le moment qui est encore en train de supporter le prix. Donc, cette trendline, elle doit tenir. Ce plus bas doit tenir. Et s'il tient, il faudra se dire que le marché veut revenir chercher ici ce plus haut. Puisqu'à chaque fois, on est revenu chercher le dernier plus haut qui nous avait emmené justement sur la trendline. On verra par contre un break pourra effectivement signifier que le marché veut revenir chercher les liquidités à la baisse. En tout cas, il y a une nouvelle zone de fair value qui est créée. On peut enlever celle-ci, où le marché a laissé la possibilité aux acheteurs et aux vendeurs de se positionner. C'est celle-ci. Et donc désormais, c'est cette zone-là qui va agir comme résistance pour le marché. Donc voilà les informations que je voulais vous communiquer. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo pour soutenir mon travail et également à commenter si ça vous fait plaisir. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous dis à demain. Mais d'ici là, restez rich!